La question est lancinante. À quel point les prix de l'alimentation vont-ils augmenter en raison notamment de la pénurie de matières premières? Ça se précise, c'est le même feuilleton en fait tous les ans. Agriculteurs et industriels veulent augmenter les prix. C'est le bras de fer avec les enseignes de la distribution et on en parle avec nos invités. Les différents acteurs sont avec nous ce soir. Bonsoir Jean-Philippe André, vous êtes président de l'ANIA, l'Association nationale des industries alimentaires. Bonsoir. Bonsoir Rodolphe Bonas, vous êtes président du groupe CACOM et expert de la grande distribution et de la consommation. Merci d'être avec nous ce soir. Et à distance, nous retrouvons Nicolas Giraud. Bonsoir, vous êtes de la Confédération paysanne, producteur de lait à Comté dans le Jura. En gros, c'est l'augmentation des prix que vous voulez maintenant. Ben non, nous ce qu'on demande pas, on ne demande pas une hausse des prix à la Confédération paysanne et le monde paysan en général. On demande en fait de pouvoir vivre de notre métier. On demande qu'il y ait une meilleure répartition de la valeur entre les producteurs, les industriels et la grande distribution, et que chacun puisse vivre de son métier. Parce qu'aujourd'hui, les paysans n'arrivent pas à retoucher un prix digne de leur travail, et on n'est pas là à demander à ce que cette hausse-là soit répercutée en cascade et qu'on aboutisse à une hausse des prix aux consommateurs. Ça, ce serait complètement irresponsable. On n'est pas dans cette logique-là. On est dans une logique de répartition de la valeur, ce qui devait être posé notamment dans la loi Egalim 1, issue des États généraux qui avait été lancée par Emmanuel Macron et qui a été un échec, l'échec de responsabilisez-vous entre les différents acteurs. Et là, on est dans les discussions de la loi Egalim 2 avec un risque, encore une fois, que ces deux lois-là soient le signe d'une logique de dérégulation et de non-intervention de l'État et qui fasse qu'une fois de plus, la variable d'ajustement, ce soit d'un côté les consommateurs sur qui on ferait peser une hausse des prix et de l'autre côté des producteurs qui vont se retrouver encore avec une vente de leur production en berne. Juste une question, là vous dites que vous ne demandez pas en effet que les consommateurs payent davantage. En revanche, vous voyez l'impact de la hausse des matières premières, j'imagine, sur votre production, parce qu'il faut les nourrir, vos bêtes, pour produire votre lait. Ça coûte plus cher, le soja, toutes les céréales. Est-ce que ça, pour vous, ça pèse? Et comment est-ce que vous voyez les choses? Donc il faudrait que ce soit la grande distribution qui réduise ses marges, si je vous comprends bien. C'est bien ça? Il faudrait que ce soit, déjà dans un premier temps, avant de parler de la hausse de ces matières premières, d'une manière générale, il faudrait que ce soit à la fois la grande distribution et l'industrie agroalimentaire qui réduisent ses marges. On voit dès le début des États généraux de l'alimentation, on voyait les chiffres qu'à chaque évolution des prix, les marges des maillons qui se trouvent entre les producteurs et les consommateurs sont à chaque fois à augmenter. À chaque crise, elles augmentent un petit peu à chaque fois. Donc déjà pour nous, c'est là qu'il faut venir taper. Parce que moi, je connais pas de paysans qui s'enrichissent outrageusement depuis des années, alors que les deux familles qui sont avec vous autour de la table, on connaît tous des familles de la distribution ou de l'industrie agroalimentaire qui s'enrichissent largement et grandement depuis des années. Donc, et après, justement, ce qui fait qu'on se pose de nouveau cette question? En fait, j'ai l'impression qu'on se la pose tous les ans. Il y avait la loi Egalim qui était censée régler le problème, en gros rogner le pouvoir de négociation des distributeurs sur les prix. Qu'est-ce qui fait, Rodolphe Bonas, qu'on en est de nouveau à la case départ? Bien, simplement pour une raison très très simple, parce que le dispositif de la loi Egalim était un système qui consistait véritablement à mettre en œuvre la fameuse politique de ruissellement. C'est-à-dire, on partait du principe de se dire, écoutez, sur un certain nombre de catégories de produits, on va vous permettre, à vous, finalement, distributeurs, de vendre un peu plus cher pour que ensuite, après, donc nous, consommateurs, on payait plus cher. C'est à peu près entre 1 à 2 milliards d'euros de pouvoir d'achat en moins pour les Français, cette loi Egalim 1. Et donc l'idée, c'était qu'après, par stratégie de ruissellement, ce dispositif de marge additionnelle puisse venir toucher l'ensemble de la chaîne pour arriver, en effet, aux agriculteurs. Un des problèmes de fond, finalement, dans le système français, c'est que finalement, vous avez des couches. C'est-à-dire qu'en fait, entre monsieur qui est agriculteur et nous, consommateurs qui achetons, nous avons une succession d'intermédiaires qui est très significative quand on les compare à d'autres circuits agricoles européens comme l'Espagne ou l'Allemagne qui ont raccourci le dispositif et donc du coup peuvent en effet avoir une meilleure répartition de la valeur. Oui, mais on peut peut-être quand même dire les choses, j'allais dire un petit peu plus brutalement, à savoir la loi Egalim était une ambition absolument formidable. Il s'agissait de mettre tous les acteurs autour de la table pour enfin régler un problème simple. C'est que c'est le seul secteur
où ce n'est pas celui qui vend son produit qui décide du prix, ce qui est une absurdité totale. Les paysans ne peuvent pas vendre au prix juste. Et la loi Egalim devait mettre tout le monde d'accord. C'était vraiment une ambition, ça avait marché, tout le monde s'était entendu. Ça a été détricoté, vidé de sa substance. Et aujourd'hui, on voit qu'on n'a pas avancé d'un pouce. Il y a quelques chiffres qui le montrent. Par exemple, depuis le premier confinement, sur un an, la baisse des prix, c'est 0,5%. C'est-à-dire qu'alors que les matières premières augmentent, les prix ont baissé dans la grande distribution. Pourquoi ? Parce que les prix ont été serrés par les distributeurs et derrière, ce sont les producteurs qui ont été obligés de réduire un petit peu plus ce qu'ils gagnaient. J'ajoute une deuxième chose. La loi Egalim, elle a agi, vous le disiez, c'est tout à fait ça, c'est la théorie du ruissellement. Elle a agi sur quoi ? Sur le taux de revente à perte. C'est-à-dire, en gros, le fait que la grande distribution fait des grandes promotions sur certains produits qu'ils vendent à perte pour attirer dans leurs magasins et permettre donc de vendre, de se faire des marges sur d'autres produits. Or, je vous donne juste un chiffre. La grande distribution, grâce à ce relèvement du taux de vente à perte, a donc en 2020 fait un bénéfice supplémentaire de 800 millions, à peu près. 800 millions d'euros. Sur ces 800 millions d'euros, il y en a grosso modo 150 millions qui ont été reversés aux producteurs. Tout le reste, c'est la grande distribution qui l'a utilisé pour faire du marketing, pour faire des nouvelles promos, des choses comme ça. Bref, c'est un échec de la loi Egalim. Donc maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Et qu'est-ce qu'on fait pour que ce ne soit pas, en effet, comme le disait Nicolas Giraud, que ce ne soit pas les multinationales de l'agroalimentaire qui profitent de ça parce que ça va, ils s'en tirent et ils sont blindés, mais les PME, les paysans, etc. C'est ça l'enjeu du problème, non ? Alors, juste si vous permettez de répondre sur un point, je pense que attention à pas trop caricaturer la situation. C'est-à-dire c'est des chiffres. Oui, mais dans la logique des chiffres que vous évoquez, dans ces fameux 800 millions d'euros dont on parle, avec les 150 millions qui ont finalement bénéficié à un certain nombre de filières, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'équation de la marge et du résultat d'un distributeur, c'est une équation qui est finalement assez fine. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il se joue sur quelques pourcents. C'est-à-dire, ce qu'on ne sait pas trop, c'est qu'un grand distributeur, il va gagner entre 1,5 et 3% de résultats sur son chiffre d'affaires. Donc on est dans une équation qui est assez fine avec un pilotage qui est assez fin. D'accord ? Donc ça, mais qui marche très bien. Non, mais j'ai pas dit que ça marchait pas. Je suis pas du tout en train de dire que ça marchait pas. Ce que je dis, c'est que dans cette loi Egalim quand même, elle a quand même permis, depuis son institution, l'effet de ruissellement, à mon avis, vous avez raison, il n'a pas été bénéfique. Mais en revanche, il y a eu un nombre incalculable d'initiatives de l'ensemble des filières, c'est-à-dire dans lesquelles je prends à la fois distributeurs, industriels et agriculteurs, et on peut parler du lait parce que le lait est une des filières qui en a le plus bénéficié. Il y a eu de nombreuses initiatives avec des enseignes qui se sont engagées. Je les défends pas, c'est pas le sujet. Ce que je veux vous dire, c'est que les choses changent. Oui. Le porc, c'est la même chose, et ainsi de suite pour arriver à revaloriser et s'engager sur un prix d'achat directement à l'agriculteur, de façon à garantir cet écosystème. Pour expliquer bien, Jean-Philippe André, vous présidez l'ANIA, c'est-à-dire l'association des industries agroalimentaires. Mais vous avez aussi bien des très très grands groupes qui sont en fait des multinationales que des PME françaises. Or, les conditions ne sont pas les mêmes. Donc tous ces gens-là vendent leurs produits à la grande distribution. Tous les ans, il y a des négociations sur ces prix qui mettent en œuvre des pratiques absolument hallucinantes. Ça se passe parfois dans un coin de parking avec interdiction de sortir tant que les prix ne sont pas négociés. Enfin, les récits sont délirants. Et en gros, tous les ans, les distributeurs demandent à l'agroalimentaire de baisser les prix pour le bien du consommateur. C'est toujours pour nous, les consommateurs, ouais. Ils sont gentils. Donc, le problème que vous avez là, c'est que vos adhérents qui sont les plus puissants, les grands groupes, ils ont des contrats sur plusieurs années. Ça va, ils ne vont pas payer la hausse des matières premières. En revanche, le problème, c'est comment faire en sorte que les PME ne pâtissent pas de cette augmentation des matières premières. Et sinon, si on fait payer ça aux consommateurs, qui va mettre un petit peu la main à la poche? Alors, 2 points. D'abord, vous avez parfaitement raison. Si on est en train de dire ici que Egalim, ça n'a pas fonctionné, moi, je souscris à cette analyse. Deuxième chose, la radioscopie, la photographie de l'agroalimentaire en France, c'est quoi? C'est 15 000 entreprises. Et vous avez parfaitement raison. 15 000 entreprises, 98% de ces entreprises sont des PME. D'accord? Donc,
la réalité, c'est ça. C'est aussi, je tiens à le rappeler, c'est la première industrie en France, devant l'aéronautique, et donc il faut bien s'en occuper. Le mot qui n'a pas été encore prononcé à ce stade, c'est le mot filière. Et je crois qu'il faut s'occuper de la filière. Et je pense que le travail qui est fait en ce moment pour une loi qui s'appelle Egalim 2 et qui a pour objectif, je crois que l'intitulé, c'est de restaurer, de remettre de la valeur dans la rémunération de l'agriculteur, va dans ce sens. C'est de traiter cette filière. Vous avez l'agriculteur et nous, en tant qu'agroalimentaire industriel, nous on souscrit à cet objectif. Parce que si vous n'avez pas une agriculture qui rémunère ces personnes, ils ne pourront pas investir dans cette fameuse alimentation saine qu'on appelle de nos voeux. On veut, de l'autre côté, et moi, j'ai aucun problème à le dire ici, on a besoin d'une grande distribution qui fonctionne bien. Parce que nous, on a besoin de ces porte-avions que sont les hypermarchés, les supermarchés. On veut que nos produits soient en tête de gondole. Il ne faut juste pas oublier le milieu. Et là, je reviens sur ce que vous avez souligné, puisque vous avez fait référence à ces négociations. Vous avez dit qu'il y avait un phénomène cette année. C'est bien pire que ça. Parce qu'en fait, le phénomène dure depuis 7 à 8 ans maintenant. Et donc, il y a une déflation qui s'est installée dans la relation, de la perte de marge, et qui arrive aujourd'hui. Alors, pourquoi c'est plus insupportable aujourd'hui ? En gros, si on le dit rapidement pour que les gens comprennent, ça veut dire que les distributeurs demandent des baisses de prix à vos industries bien sûr, pour faire baisser les prix pour le consommateur, parce qu'il y a une guerre des prix entre les différents distributeurs, c'est à celui qui sera le moins cher. Parce que c'est le premier critère de fréquentation du magasin. Parce que les gens arbitrent en fonction de leur porte-monnaie. Je rappelle, un Français sur deux achète ses produits alimentaires à plus ou moins de 5 €. Donc vous imaginez bien que c'est un combat quand même. Voilà. Mais c'est un combat, tout à fait. Et la question, c'est derrière, vous répercutez sur les paysans. En tout cas, c'est une chaîne où finalement, c'est le paysan derrière qui n'arrive pas à vivre. Oui, c'est le paysan qui a l'impression d'être le dindon de la farce. Non, mais j'aimerais quand même qu'on redonne la parole à Nicolas Giraud. On parle les prix pour les consommateurs et on les entend. Ils ont l'impression d'ailleurs que leur pouvoir d'achat baisse, qu'il leur manque 400 € par mois. Il y a ce contexte-là, et en même temps, ce dont on parle aussi ce soir, c'est de votre vie, de l'amélioration de votre sort. Ben, c'est exactement ça. Moi, quand j'entends certaines interventions, je ne sais plus qui est-ce qui parlait, mais que c'est aussi tendu au niveau de la distribution, les marges sont pas importantes, entre 1,5 et 3%, etc. Enfin, il faut se mettre un truc en tête, c'est que depuis des années, et là, la loi Egalim au moins a permis à ça, on a fixé les niveaux de coût de revient à partir duquel les paysans arriveraient à se rémunérer. Aucune filière n'arrive à rémunérer les paysans à hauteur de ses coûts de revient. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on vend quelque chose, on le vend à perte. C'est-à-dire qu'on fait une croix soit sur un investissement, soit sur sa rémunération, la rémunération du paysan ou de la paysanne. Et à chaque fois, c'est une mise en difficulté du monde agricole. Donc aujourd'hui, il faudrait être en capacité de se dire qu'à un moment donné, il va falloir aller beaucoup plus loin que ces deux lois Egalim qui font, nous, il nous semble, une partie de cadeau à la grande distribution, une partie de cadeau aux industriels, et à un moment donné, la variable d'ajustement, c'est toujours les mêmes. Et nous, la question qu'on pose, c'est quand est-ce qu'on va avancer vers une interdiction de la vente à perte, des moyens de régulation et de sanctions qui empêchent en fait aux industriels et aux distributeurs en cascade d'acheter en dessous des coûts de production du monde paysan pour que ces coûts de production couvrent le coût du travail, la rémunération, l'investissement nécessaire à la pérennité des fermes et à leur renouvellement. C'est ça aujourd'hui qui est en question, c'est le renouvellement, la pérennité des fermes, parce que dans quelques années, quand on se retournera, on aura beau jeu de se dire, bah oui, les fermes ont grossi, les fermes se sont industrialisées, on n'est plus dans un schéma qu'on veut trouver, ben on n'aura pas le choix, parce que quand les fermes n'arrivent pas à être reprises, quand les gens ne se rémunèrent pas, eh ben, ils ont qu'un choix, c'est de vendre, et les seuls qui pourraient acheter, c'est une agriculture qui s'industrialiserait. Il faut juste souligner aussi que l'augmentation du coût des matières premières, ça concerne pas seulement les produits alimentaires, ça concerne aussi tout ce qui va permettre de faire l'emballage. Et que vous avez ça en plus, Jean-Philippe André. Alors, je crois qu'il faut effectivement insister sur ça. Il y a ce double moment qu'on souligne, il y a cette trajectoire historique
de baisse de marge. Et il y a le moment présent. Et le moment présent, il nous dit quoi? Fort heureusement, on a l'impression qu'on sort de la crise. Soyons-en tous contents. Mais en même temps, il y a l'augmentation des matières alimentaires. Mais une fois que vous avez votre produit, encore faut-il l'emballer. Et vous avez en même temps la hausse de plastique de l'ordre de 20%. Tous les cartonnages augmentent de 20%. Vous avez enfin emballé votre produit. Ce produit, il faut le transporter. Si vous le transportez par la mer, le fret maritime a augmenté de 80%. Et si vous le transportez ici, vous avez une augmentation. Oui, mais si je puis me permettre, allez-y, puisque nous devons conclure, oui. C'est peut-être que d'abord, il faut souligner que, par exemple, sur un paquet de pâtes, sur le kilo de pâtes, l'augmentation possible serait de 3 ou 4 centimes, ce qui, enfin, ça dépend, mais tout le monde ne peut pas se permettre des augmentations, mais beaucoup de gens peuvent quand même se le permettre. Deuxième point, finalement, pour contrer cette augmentation dont vous parlez du transport et des emballages, il faut acheter local et acheter en vrac ou éviter au maximum les emballages, qui est quelque chose qui s'est développé depuis la crise du coronavirus et qui est peut-être une tendance qu'il faudra explorer. 80% de ce qui est consommé en France est produit en France par l'industrie agroalimentaire. Et je rebondis sur ce que vous dites, et vous avez parfaitement raison. On parle de quoi? On parle d'une réalité économique. Sur une baguette de pain, on parle de 2 centimes. Sur un camembert, on va parler de quelques centimes également. Mais je crois que en ce moment, il faut affronter cette réalité économique pour faire en sorte que le projet Egalim 2 puisse bénéficier à notre collègue avec lequel on parle en ce moment. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous dans Polo News. On passe à l'heure des comptes.